Et pour mener cette émission spéciale, je suis accompagnée de Richard Dessez. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et Une bonjour à arrivée tous les auditeurs. fracassante. Pour commencer cet entretien, nous serons rejoints plus tard par Nicolas Faure, mais pour le moment, on débute avec Philippe Charlez, ingénieur des mines de l'École Polytechnique, docteur en physique, expert en questions énergétiques, auteur notamment des 10 commandements de la transition énergétique. Et puis Guilain Bénessa, que vous avez entendu hier, ça vous a plu d'ailleurs, chers auditeurs, donc on vous invite à retrouver cet entretien sur YouTube qui était passionnant et on n'en avait pas assez, alors on l'a réinvité aujourd'hui. Vous le connaissez, docteur en droit public, avocat et philosophe, enseignant à l'université de Strasbourg, auteur de plusieurs ouvrages sur l'état de droit et dernièrement On marche sur la tête, le tout aux émissions de L'Artilleur. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Liselotte. Bonjour. Alors Guilain Bénessa, on sait que vous avez suivi l'allocution d'Emmanuel Macron mardi soir, vous nous en avez parlé hier. Philippe Charlez, est-ce que vous avez suivi les propos d'Emmanuel Macron ? Et puis vous qui êtes donc spécialiste des questions énergétiques, commençons par là, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, je vais dire d'abord une impression très générale. Donc, j'ai trouvé à la fois le président pas bon, tout le temps sur la défensive, mais j'ai aussi trouvé que le choix des interlocuteurs, peut-être à part Agnès Verdier-Molliguier, n'était pas très bon. Même Robert Ménard, je ne l'ai pas trouvé très bon, j'ai trouvé très tendu et finalement, rien n'a été abordé. Ces questions sur, il a voulu être très pragmatique et finalement, il n'a pas ramené, à mon avis, des questions de fond. D'ailleurs, c'est simplement un petit aparté sur l'immigration, on l'a pratiquement pas entendu et le président a rapidement botté en touche. Alors moi, sur mon sujet, je suis vraiment resté sur ma faim puisque on n'a pratiquement pas parlé d'énergie et de climat. La personne, en l'occurrence, qu'il avait choisi pour parler de ce sujet était un influenceur qui s'appelle Banlieue et Climat, je crois. Donc, ça donne le niveau. Donc, il a posé une vague question sur les plastiques dans l'océan. Mais en matière de transition énergétique, de plan pluriannuel pour l'énergie, qui est quand même un choix déterminant pour notre pays pour les 10 ans à venir, le climat également, le choix nucléaire et renouvelable avec notamment le récent blackout en Espagne, tout ça a été passé sous silence. Donc, je dois dire que d'une façon générale, le sujet, on peut le dire, n'a pratiquement pas été développé. Et pourtant, c'est un sujet important pour les Français, cette question énergétique, puisque derrière la question de l'énergie se cache aussi la question de notre souveraineté, Philippe Charlez. Alors, c'est une question fondamentale à bien des égards. Bon, d'abord sur la question climatique et environnementale, bien sûr, mais également sur la question du pouvoir d'achat, puisqu'on sait que l'énergie a un impact incontestable sur le pouvoir d'achat des Français. Sur les entreprises, il a quand même mentionné un certain moment, quand il s'est fait notamment attaquer, si je me souviens bien, c'était par Sophie Binet sur les questions industrielles, il a quand même expliqué que la difficulté des entreprises aujourd'hui était liée au prix élevé de l'énergie. Mais il n'a à aucun moment développé des solutions pour essayer de dire comment on pourrait réduire le prix de l'énergie pour les entreprises françaises. Je rappelle que le prix du gaz et de l'électricité est à peu près entre 3 et 4 fois plus élevé qu'aux États-Unis et en Chine, donc ce qui signifie effectivement que c'est un facteur de manque de compétitivité absolument fondamental. Et puis il a donné sur ce sujet aucune vision d'avenir. Et même en parlant chez les jeunes, hein, le dernier sujet, le seul point qui a été abordé, c'est l'éco-anxiété des jeunes. Donc, l'éco-anxiété, c'est pas très positif. Je dis toujours que quelqu'un qui est anxieux, bah, il n'est pas très efficace pour faire avancer les choses. Donc, je vais dire que d'une façon générale, sur mon sujet, ça a été assez vide et peu porteur. Effectivement, tout le monde s'est rendu compte que Macron essayait de reséduire les Français comme un amoureux éconduit passe sa vie à saouler son ancienne amante en lui expliquant à quel point elle a eu tort de le quitter. C'était pas très efficace. Et il y a dans cette émission qu'on veut faire avec vous l'idée d'un véritable bilan de Macron, parce que Macron a passé son temps à défendre tout ce qu'il avait fait. Objectivement,
Macron pouvait agir sur le marché de l'énergie, il ne l'a pas fait. Macron pouvait développer le nucléaire, il a commencé par prendre des décisions qui étaient contraires au nucléaire. Macron pouvait agir sur la manière dont l'Europe régule le marché de l'énergie, il ne l'a pas fait. Macron, pendant le Covid, aurait pu sortir des mécanismes de régulation comme l'a fait l'Espagne, il ne l'a pas fait. Quel est le véritable bilan de Macron d'un point de vue énergétique? Alors, je crois qu'il y a 2 périodes, hein. Il y a une première période, qui fait suite à son élection de 2016 où il a, une position qui est dans la continuité de celle de Hollande, fortement influencée par les écologistes, hein. Donc avec notamment la fermeture de Fessenheim et l'arrêt d'Astrid. Donc je rappelle qu'Astrid, c'est un projet un projet expérimental de surgénération nucléaire. Pour ceux qui s'en rappellent, Astrid était, pour faire simple, un petit surgénérateur nucléaire du type Super Phénix, mais moins puissant. Et donc, jusqu'en 2022, son fameux discours de Belfort, qui, si mes souvenirs sont bons, a lieu le 12 février 2022, on est dans une stratégie où on ferme 14 réacteurs nucléaires et on n'en construit pas d'autres. Et du jour au lendemain, Macron, dans son illisible de stratégie, change complètement à 180 degrés. On ne ferme plus du tout de réacteurs. On fait ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire l'entretien ou disons le revamping des réacteurs existants pour porter leur durée de vie de 40 à 60 ans, ce qui est une bonne chose, hein, je le défends. Et puis, il propose la construction de 14 nouveaux Mmh. réacteurs nucléaires en bombant le torse. Donc, c'est-à-dire, il fait un virage à 180 degrés, tout en disant, quand on lui dit, mais enfin, Monsieur le Président, vous avez complètement changé votre stratégie, il dit, non, non, j'ai rien changé. Je suis toujours dans la continuité de ce que j'avais dit avant. Bon, alors, moi qui suis d'origine belge, je suis désolé, mais j'ai du mal à comprendre. Et la deuxième chose, c'est qu'il lance ces 14 réacteurs nucléaires sans réfléchir que pendant 20 ans, nous n'avions plus construit le moindre réacteur nucléaire et surtout qu'on avait extrêmement durci les normes. Ce qui étaient les 2 grandes causes, un peu de la faillite du nouvel EPR de Flamanville, hein, dont on rappelle que le budget a pratiquement été multiplié par 3 et qu'on a pratiquement dit, il a été mis en service 10 ans après le planning initial. Donc, c'est-à-dire que ben, on a perdu tout le creuset d'ingénieurs, de tuyauteurs, de soudeurs qui faisaient la force de la France dans les années 80 et 90. Pendant les années 80 et 90, on avait quand même construit 3 réacteurs par an. Et aujourd'hui, on met 10 ans pour construire un réacteur. Et on voit que la construction de ces 14 EPR qui n'ont pratiquement pas commencé aujourd'hui, puisqu'on en est toujours à la PPE2, c'est-à-dire celle d'avant 2022, qui considère toujours la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. On est toujours aujourd'hui dans cette option officiellement. Alors évidemment, on va dire, oui, mais là, on sait que la PPE2 va être remplacée par la PPE3. Cela étant, la PPE3 est en train, donc je vous rappelle, le PPE, plan pluriannuel pour l'énergie, est en train, n'a toujours pas été voté au Parlement. Et compte tenu de son contenu qui était absolument déplorable et qui d'ailleurs a été très lourdement critiqué par l'Académie des sciences, Bayrou a relancé un comité Théodule pour discuter de son contenu. Mais enfin, on voit qu'on n'avance pas et qu'au mieux, le prochain nouveau réacteur nucléaire, pas un réacteur nucléaire, ne sortira avant 2040. Et donc, l'argument, c'est de dire, ben, d'ici là, il faut décarboner comme des sourds. Donc, il n'y a qu'une option, c'est éolienne et panneaux solaires, avec toutes les conséquences sur les réseaux dont on a pu apprécier les résultats en Espagne. Donc, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, c'est un grand flou sur un sujet qui pourtant est absolument majeur pour la France. Et le résultat, quel va-t-il être? Ben, c'est que finalement, perdant du temps, on n'aura plus qu'un recours, c'est construire très rapidement des centrales à gaz, hein. Une centrale à gaz,
ça dure 1 an et demi pour la construire, ça coûte pas très cher, mais par contre après évidemment, en matière de souveraineté énergétique, c'est se mettre notamment, dans, sur le pouvoir soit des Américains avec leur gaz naturel liquéfié, soit peut-être, des Russes s'il y a la paix et qu'on réouvre les marchés gaziers vers la Russie. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la France en particulier, l'Europe en général, sont dans une situation énergétique tout à fait déplorable. Et Mmh. surtout, je vais dire, c'est un peu comme le On marxisme. on va Quand donner ça la ne parole marche à pas, c'est Guylain pas parce Benessa que ensuite, Philippe Charlès. oui, excusez-moi, Allez-y, je allez-y. vais arrêter. Mais comme on m'avait posé la question, j'essaie de la développer, Non, mais bien genre sûr, bien une sûr. seconde. C'est que, quand ça ne marche pas, c'est pas parce qu'on a mal fait ou qu'on s'est trompé, c'est parce qu'on n'a pas fait assez et donc on continue d'enfoncer un clou qui veut pas rentrer. Oui, effectivement. Guylain Benessa, je Voilà, voyais, excusez-moi si j'ai été un acquiescer. peu long. Non, 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 mais pas du merci tout, vous beaucoup d'avoir faites, été complet et d'avoir répondu à la question. Le bilan est nul. voilà. Merci d'avoir Ouais, développé. Je voyais Guylain Benessa qui trépignait à l'idée de pouvoir, je je comprends et je m'en suppose, aller excuse. dans votre sens. Mais non, 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 vous non. excusez pas. Alors, c'était justement, un moment, monsieur Charles, en parlant de ça, je sais plus quelle était sa phrase, je voulais juste rebondir parce que, je trouve que sur un sujet qui n'a strictement rien à voir et qui a au contraire tout à voir, il a été très éclairant, Emmanuel Macron, en réalité. Il a dit quelque chose de très clair, de au fond, il a été lucide en disant cela. C'est lorsque Robert Ménard l'a poussé vaguement, parce qu'il l'a poussoté, il a vaguement poussé dans ses retranchements et que, Emmanuel Macron a répondu sur les places de prison. Et il a dit clairement, il n'y aura pas les 15 000 places, on en a fait 5 000, j'aimerais voir ça dans le détail, mais admettons, et le reste, on fera ce qu'il a appelé des algécos, pour tenter de trouver une solution provisoire jusqu'à ce qu'on ait des vraies places de prison. Il a fait de l'algéco. Alors il a dit, je n'aime pas tellement le terme algéco, on a l'impression que ce n'est pas une vraie prison, mais il a quand même admis que c'était une prison algéco, c'est-à-dire en gros qu'il y a 5 000 places qui ont été, semble-t-il, ou qui sont, semble-t-il, en passe d'être faits. Il y a 10 000 places en algéco, on verra le reste, ce qui veut dire que ce n'est que du provisoire. Et en fait, pourquoi je m'arrête sur cette histoire d'Algeco? Prenons un peu, j'essaye de prendre un peu de hauteur de vue, parce que ça fait 8 ans que tout le monde se demande ce que c'est le macronisme. Ça fait 8 ans qu'on essaye en fait, ça fait 8 ans qu'on se demande qui il est, ce qu'il va bien faire. 8 ans, en réalité, qu'on traîne la bête, que j'avais appelé il y a quelques années l'amphibène. Vous savez, l'amphibène, c'est un animal mythologique qui arrive à tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'il va en arrière et en avant en même temps. Et c'est une figure mythologique qui est restée vraiment dans les livres, dans les livres de mythes et de contes j'allais dire, pas pour enfants, mais pas seulement. Donc, juste pour faire le lien entre l'Algeco et la crise énergétique, je pense profondément depuis longtemps que Emmanuel Macron, et c'est ça son bilan, c'est qu'il a été l'air du temps poussé à son paroxysme. C'est-à-dire qu'il n'est rien d'autre que l'air du temps. En fait, ça fait 70 ans, et je pèse mes mots, depuis les années 50, les politiques se sont fait supplanter par les experts, les techniciens, petit à petit. En fait, on nous a expliqué que les politiques, c'était très très mal, parce qu'ils avaient fait des guerres des guerres de bouchers, il fallait les remplacer par des experts, des économistes, des techniciens, des juristes. J'en sais quelque chose. Ce qui a d'ailleurs donné l'Europe, qui est un grand remplacement de politique par des technocrates, qui sont une sorte de nouvelle bulle à partir de l'expertise, de l'économisme, ou alors, en tout cas, de l'apolitisme, si je puis dire, dans une sorte de français, vous m'excuserez le néologisme. Et en fait, Emmanuel Macron a été élu là-dessus, c'est-à-dire d'être un non-politique ou un rassemblement de tous les politiques possibles, de trouver une sorte de centre mou, d'être un giscardisme de fin de parcours, de rassembler les contraires et d'arrêter de faire de la politique. D'ailleurs, il disait quoi il y a 8 ans? Je ne veux pas faire de politique, je n'aime pas la politique, ou je ne tiens pas à faire de la politique. Donc il voulait dépassionner tout ça et faire autre chose. Et ce qu'il reste pour l'instant, à mon avis, à l'heure où nous parlons, c'est un homme qui a été dépassé par l'ère du temps venant, c'est-à-dire par le retour de la politique. On l'a élu, parce qu'en France, on a toujours du retard là-dessus, nous avons élu quelqu'un qui était là pour nous faire sortir des passions tristes et clivantes qui nous avaient amenés dans le mur. Et en fait, le problème, c'est que partout, c'est le retour de la politique. C'est le retour de la politique avec la tragédie, la guerre, évidemment le conflit ukrainien, évidemment la victoire de Trump, mais aussi la victoire de Milei, le vent populiste, la sortie de parcours de l'Europe, toutes les questions que les Français veulent voir revenir, la question migratoire évidemment, mais tout ça, excusez-moi du terme, pue la politique. Et Macron n'est pas un homme politique. Macron est un expert fin de race de ces énarques ancienne période qui pensaient en réalité finaliser le parcours des européistes des années 50. Au fond,
Vous savez, Emmanuel Macron, il a tenté de faire du Jean Monnet en 2020. Le problème, c'est que faire du Jean Monnet en 2020, franchement, ça passe pas. Effectivement, quand on parle de cette souveraineté, Philippe Charlès a commencé en expliquant qu'il trouvait que l'allocution, enfin, l'entretien d'Emmanuel Macron sur TF1, donc en début de semaine, avait été mauvais. Vous, hier, Guilain Benessa, vous nous avez dit l'inverse, qu'au contraire, il avait parfaitement manié la barque. Et peut-être que donc ça vient contredire et compléter en même temps ce que nous disait Philippe Charlès, c'est que quand on nous dit qu'il n'a quasiment pas parlé d'énergie, qu'il n'a quasiment pas parlé de souveraineté, c'est parce qu'en fait, il a préféré occulter tous les sujets qui auraient pu le mettre mal à l'aise. Il n'a gardé que ceux pour lesquels il avait préparé soigneusement des petites fiches avec ses propres ses propres chiffres, à opposer aux personnes choisies. Ah mais attendez, l'un n'empêche pas l'autre, Liselotte, hein. Il a un bilan désastreux et il était pour moi excellent cette semaine. Je m'explique. Vous savez, je sais plus si c'était qui disait cela, mais les politiques, enfin le peuple a les politiques qu'il mérite. J'ai oublié, ça pourrait être du Pasqua, mais ça va être beaucoup plus ancien. Peut-être que Richard pourra nous éclairer. J'ai un trou. Non, pardon. Mais on n'a qu'à dire que c'est du Benassa parce que c'était un très bon auteur. Alors, non, mais pour être sérieux, le problème est que Macron a un bilan désastreux, mais qu'il a engendré avec lui le désastre ambiant. C'est-à-dire qu'il entraîne tout le monde vers sa chute. Il a constitué, peut-être malgré lui, une opposition de pacotille. Il a constitué peut-être malgré lui des espèces de ruines politiques. Hein. Je dis souvent qu'il danse sur des ruines. Emmanuel Macron, il a peut-être même plaisir à le faire. Et qu'en fait, il n'a personne pour le mettre face à ses contradictions. Donc cette semaine, pour être clair, je l'ai trouvé excellent. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Pardonnez-moi, Guilain, vous avez raison de dire qu'il danse sur des ruines s'il s'agit effectivement de piétiner Bayrou et Barnier. Mais sur cette question précise de son bilan, ce que vous nous dites, c'est que c'est un excellent politicien, mais pas du tout un politique au sens du bien commun. Et donc, le bilan, malgré tout, de Macron, c'est aussi d'indéniables réussites comme la constitutionnalisation de l'avortement et bientôt la loi euthanasie. C'est-à-dire... on peut dire que d'un point de vue énergétique, avec Philippe Charlès, c'est une catastrophe. D'un point de vue économique, on a vu que la France est la lanterne rouge de l'Europe sur à peu près tous les sujets possibles et imaginables économiquement parlant, c'est-à-dire le PIB, l'endettement, l'investissement industriel. Je crois que de temps en temps, la Roumanie est pire que nous, mais c'est rare. Sur une vingtaine d'indicateurs, je parle d'une étude qui était parue dans Alternative économique l'année dernière. Est-ce que d'un point de vue juriste, et d'un point de vue aussi de la justice, on peut dire que Macron a un bilan satisfaisant? Ah mais attendez, c'est très simple, Richard. Si je prends les deux exemples que vous avez donnés, constitutionnalisation de l'IVG et le deuxième, c'était l'euthanasie qui est encore en train d'arriver. Qui est en cours, qui est en discussion actuellement. Alors très simple, mais ça c'est du Emmanuel Macron dans le typique. Constitutionnaliser l'IVG, c'est un travail de nouveau-né sans faire de très très mauvais jeu de mots. Je m'explique. Constitutionnaliser l'IVG, je disais tout à l'heure, c'est être dans l'air du temps. Vous savez, vous prenez, évidemment, peut-être pas sur votre antenne, mais vous me prenez un cheptel de 40 juristes français tirés au sort. D'ailleurs, le tirage au sort est une grande innovation d'Emmanuel Macron. Prenez 40 juristes en France tirés au sort, vous en trouverez forcément 32 qui seront pour la constitutionnaliser de l'IVG parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on est contre. Parce que formellement, constitutionnaliser un droit de cette nature, ça va, vous savez, dans le bon sens, pour reprendre les termes à la mode. La loi sur la fin de vie, c'est exactement le même problème. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait TF1 cette semaine? Ils ont invité Charles Bietri, atteint de la maladie de Charcot. Ça veut dire qu'ils ont joué la carte de la douleur à fond. Ouais. Qui pourra dire qu'il est contre les velléités ou la volonté d'un homme qui est en phase terminale, je veux dire, qui souffre manifestement terriblement. Je ne suis pas un spécialiste de la maladie de Charcot, je ne suis pas médecin, mais évidemment, le prix des larmes dans ce cas de figure est facile à voir. Je veux dire, qui osera le dire? Donc, dans les deux cas, j'ai envie de vous dire, si c'est ce genre de chantier, Emmanuel Macron avait gagné la partie avant de l'entamer, parce que là encore, il est dans un air du temps facile. Moi, vous savez, je juge un politique à l'aune des combats compliqués qu'il mène, non pas à l'aune du fait qu'il arrive à ouvrir une porte qui est déjà ouverte. S'il s'agit de constitutionnaliser un droit qui, en réalité, l'était déjà partiellement depuis les années 70, quel est l'intérêt? Si l'objectif, c'est de mettre en place des lois qui, de toute façon, font le satisfecit de toute sa clientèle électorale, quel est l'intérêt? Par contre, là où nous pourrions voir Emmanuel Macron, mais il ne le fera jamais,
c'est dans l'hypothèse où un référendum, parce qu'il en a vaguement ouvert un, s'il décidait d'ouvrir un référendum sur une question risquée, avec sa responsabilité en ligne de mire, où il assumerait son départ en cas de défaite, il ferait de la politique. Dans l'intervalle, il va nous jouer des chantiers gagnés d'avance. Il est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, la phrase de Hegel, il est le Zeitgeist, il est l'esprit du temps, malheureusement, d'un autre niveau bien plus triste que celui de Napoléon, du temps de Hegel. On reste avec vous, Guilain Benessa et Philippe Charlez. On va être rejoint par Nicolas Faure dans quelques instants. On fait une petite coupure de 2 minutes pour le bulletin d'actualité. C'est avec Adèle Rosner. Ligne droite, émission spéciale. Nicolas Faure donc reste avec nous. On retrouve à nouveau Philippe Charlez pour parler d'énergie et puis Guilain Benessa. Et ça tombe bien puisque Guilain Benessa d'ailleurs s'est spécialisé sur toutes ces questions de référendum, de consultation du peuple qui ont l'air de faire si peur à Emmanuel Macron. Guilain Benessa, à ce propos, le bilan d'Emmanuel Macron, c'est aussi, pendant 2 quinquennats, le mépris du peuple français. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut affirmer. En réalité, des référendums, il n'y en a pas eu, mais des référendums cachés ou donc, qui ne s'annonçaient pas comme tels, on en a eu. On a eu les législatives. Beaucoup disaient que c'était une forme de référendum, que ça pouvait conduire à la destitution d'Emmanuel Macron selon le résultat et la défaite qui semblait se dessiner. On a eu pas mal de sujets comme ça et à chaque fois, Emmanuel Macron a choisi de détourner le regard. Écoutez, vous savez, il y a dans un bouquin de Marie-France Garot, elle dit la chose suivante de Giscard. Désolé de revenir à Giscard, mais il y a une telle filiation entre Giscard et Macron, où elle écrit, s'agissant de Giscard, elle dit « Il a confondu les Français avec des insectes ». C'est-à-dire qu'il pensait, Giscard, qu'on pouvait uniquement calculer, vous savez, faire des petits calculs où vous additionnez des volontés les unes et les autres, vous additionnez les Français comme dans un bocal, vous faites quelque part, vous faites une expérience de laboratoire et vous obtiendrez un bon résultat. Donc, c'est-à-dire que l'intérêt général n'existe pas, l'intérêt commun n'existe pas, le peuple, quelque part, n'existe pas, et vous accumulez comme ça les petits intérêts, vous faites un calcul d'apothicaire. Je pense que Macron fait exactement ça. Emmanuel Macron, il fait des calculs, et sur le fond, je vais peut-être vous étonner, ou je reviens sur ma phrase de tout à l'heure, sur ce strict point, aussi triste que ce soit, il a un socle électoral qui, en fait, ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il a, grosso modo, si vous relisez d'ailleurs Le Traître et le Néant, vous savez, le bouquin de Davé et l'Homme sur Macron, et il est clairement dit dedans, il cherche les 20% de gens favorables je veux dire, qui sont plus ou moins macroniens, ou dans l'air du temps, je disais tout à l'heure macronien, ces 20%-là, je pense qu'il les a toujours, qu'il les aura toujours, et que demain, s'il fallait réélire Emmanuel Macron, je pense qu'il aurait une vraie chance d'être réélu, parce que ces 20%-là voteraient toujours pour Emmanuel Macron, peut-être, au premier tour. Ça suffirait peut-être de passer au second tour, et au second tour, on aurait la cavalcade antiraciste, antifasciste, etc., pour rejouer l'énième hymne, je veux dire, de voter Macron, ou alors le chaos, ou alors le fascisme des années 30, enfin bref. On connaît la chanson. C'est la première remarque sur la façon de gouverner. Elle est cohérente quelque part. Elle est d'une tristesse infinie. Elle est désespérante. Elle nous emmène dans l'abîme. Mais elle est cohérente. Ensuite, sur les consultations et le référendum. Alors moi, je pense, Emmanuel Macron étant l'incarnation, à défaut de plus précis, de termes plus précis, il est l'incarnation du système. Admettons le terme de système 2 minutes. Et le système a compris, le système sait parfaitement qu'il faut faire semblant d'utiliser le référendum. Il faut faire semblant de parler du peuple, il faut faire semblant de dire que les élections existent toujours, il faut faire semblant de croire que ce n'est pas truqué et que ce n'est pas joué d'avance. Il faut faire semblant. Vous savez, c'est de la fiction, c'est de l'artifice. Et en fait, lors des rencontres de Saint-Denis, il y a maintenant, je crois, presque 2 ans ou quelque chose comme ça, il me semble que c'était septembre 2023 ou octobre 2023, lors des rencontres de Saint-Denis, la question du référendum s'était posée, c'était très clairement posé, et à l'époque, déjà, une partie de la droite voulait un référendum sur l'immigration. Ouais. Et Emmanuel Macron avait dit la chose suivante, il avait dit « J'admets que toutes les questions peuvent se poser à condition que les questions posées n'aillent pas à l'encontre de l'état de droit. » C'était la phrase qu'il avait prononcée. Et à l'époque, j'allais sortir mon bouquin sur le référendum, comment faire taire le peuple, et j'avais fini en disant, voilà le clou dans le cercueil, puisque l'état de droit au sens de l'Union européenne, donc au sens d'Emmanuel Macron, ça signifie ni plus ni moins que, vous savez, c'est l'article 2 du traité sur l'Union européenne qui vise l'état de droit, et l'état de droit veut dire respect
de l'intégralité de la hiérarchie des normes à l'européenne. Ça veut dire respect absolu des dispositions voulues par la Commission, donc en gros des lois européennes, si je puis dire, respect des arrêts de la Cour suprême européenne, c'est-à-dire de la Cour de justice de l'Union européenne, respect des directives, des règlements, etc., des valeurs de l'Union européenne. Donc, on ne peut strictement rien faire. Ce qui veut dire qu'en fait, ce que voulait dire Macron à l'époque, c'était gare à ce que la question soit correcte et satisfaisante, sinon, elle ne passera pas. Ouais. Et de toute façon, le Conseil constitutionnel, avec à l'époque Laurent Fabius à sa tête, ne manquera pas d'expurger la question qui fâche. Ça veut dire qu'au bout, on fait quoi? On fait un appel au peuple déguisé, on fait croire qu'on s'en remet à lui, et on fait exactement comme en juin dernier, lors de la dissolution. Vous savez, Emmanuel Macron est le seul président qui a dit, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, il avait dit qu'il n'imagine. D'ailleurs, il le disait dans Révolution, son livre, il disait « Je n'imagine pas gouverner autrement que comme le général de Gaulle, c'est-à-dire avec le soutien du peuple. » En gros, ça voulait dire « L'homme désavoué doit partir. » Conception gaullienne de la Ve République. Il y a un an, il a convoqué des élections législatives anticipées. Il a décidé de dissoudre. Il n'a pas obtenu de majorité malgré tout le rabibochage du barrage républicain. Il s'est planté dans les grandes largeurs. Mais vu qu'il n'a pas tiré les leçons de son échec, vu que finalement presque personne n'a demandé sa démission, vu qu'en jouant la montre, il a ramené Barnier, puis Bayrou, puis tout le reste, puis la guerre en Ukraine, etc., aujourd'hui, on a trop attendu pour réclamer sa démission. Résultat des courses, le maître des horloges, qui n'avait plus la montre en main, redécouvre qu'il a finalement toutes les cartes pour faire croire que rien n'est de sa faute et que le chaos, c'est tout le monde sauf lui. Vous savez, c'est un Machiavel au petit pied, c'est un mitterrandien de mauvaise qualité, mais dans des temps médiocres comme le nôtre, quelque part, un petit Machiavel suffit à emporter la mise, en tout cas jusqu'à maintenant. Nicolas Faure, je vous vois acquiescer. Et sur cette question de donner la voix au peuple, des référendums, de faire semblant de consulter le peuple, Emmanuel Macron, mardi soir, a expliqué aux Français, et en tout cas à ses interlocuteurs, qu'il était prêt à penser cette question du référendum, qu'on pourrait lui soumettre certains sujets, comme le disait Guilain Bénessa, il disait attention aux questions posées, mais attention aussi aux sujets, parce qu'il se réserve le droit de décider quel sujet ou non serait digne d'être soumis à référendum. On pourrait peut-être avoir des référendums pour savoir si oui ou non les Français auraient droit à un référendum. Ouais, non, mais en fait, c'est du spectacle. D'un côté, quelques jours avant, ce que je disais dans ma chronique, il nous promet des référendums et les observateurs se disaient, tiens, étonnant. Bon, voilà, mais oui, c'était très étonnant, puisqu'en fait, on se rend compte que les grandes promesses s'envolent complètement. On aura peut-être éventuellement des référendums sur des sujets annexes, ça n'a aucun sens. Enfin, franchement, ça n'a aucun sens. Il écarte immédiatement d'emblée le seul, enfin, c'est pas le seul, évidemment, mais on va dire le plus important des référendums, c'est-à-dire la question de l'immigration. Bon, je veux dire, tout est compris par tout le monde, c'est du spectacle. Moi, ce qui me choque avec Emmanuel Macron et ce qu'on a pu voir dans cet entretien extrêmement vide et long, comme d'habitude avec lui ce mardi, c'est vraiment le temps perdu. Voilà, c'est ce qui me frappe avec Emmanuel Macron. Plus je pense à ça, en fait, j'ai beaucoup de mal à me prononcer sur Emmanuel Macron parce que c'est une personnalité qui m'exaspère, premièrement, mais je pense comme beaucoup de monde. Mais surtout, c'est lisse, c'est insipide, inodore. Et alors, même si Macron fait du mal à la France par bien des aspects, j'en conviens, mais il se passe rien en fait. Il se passe rien en France depuis des années et des années. Et là, le type, après quand même un bon moment aux manettes, malheureusement, avec un bilan qui est désastreux sur plein de points, il arrive à nous dire voilà ce qu'on va faire, il faut faire ça, mais il ne fera jamais. Tout comme les dernières années, il n'a pas fait ce qu'il aurait fallu faire. Bon. Et c'est vraiment ce temps perdu, ce vide intersidéral que représente Emmanuel Macron qui me paraît stupéfiant. Voilà. Et le pire, c'est qu'en plus, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air comme ça, première vue. J'entendais votre intervenant qui parlait d'un Machiavel. Il l'est certainement. On n'arrive pas à ce degré de pouvoir sans être machiavélien à un degré ou à un autre, c'est évident. Mais j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un d'assez lisse. Quand on regarde ce qu'il a fait, on se rend compte que c'est énormément de temps perdu pour la France. Voilà, on est à une étape cruciale
pour notre pays, peut-être l'une des étapes les plus importantes dans son histoire tout entière, c'est-à-dire les défis de l'immigration massive, du changement de culture, toute la France, mais plus largement tout le monde européen qui est attaqué par les mêmes mots, donc l'immigration extra-européenne massive, qui est la substitution démographique du peuple français, de tous les peuples européens qui se jouent. On a les assauts démentiels de la gauche déconstructrice et destructrice tout court contre notre civilisation. Et en fait, Macron, c'est pas du tout la personne qu'il faut. Alors, c'est une évidence ce que je dis, mais c'est ce qui m'a frappé quand je l'ai entendu parler. Je me suis dit, mais à cette époque si importante, si fondamentale pour notre pays, on n'a que Macron, quoi. C'est assez hallucinant. Autre chose qui m'a marqué aussi, c'est vraiment qu'on sent quelqu'un, comme le disait également le précédent intervenant, qui n'est pas si mauvais que ça, en fait. Hein. Techniquement, il est plutôt... Alors, on va peut-être me jeter des fruits pourris, des légumes pourris, là, quand je dis ça, mais même si sur le fond, je suis en désaccord total, bien entendu, il fait quand même illusion. C'est-à-dire qu'il est capable de parler de plusieurs sujets, sans notes, etc. On se rappelle d'ailleurs de son débat avec Marine Le Pen, où Marine Le Pen était arrivée avec des classeurs entiers, puis lui était venu les mains dans les poches. Mais bon, au final, il avait quand même été assez solide. Hein. Et en fait, il fait illusion. Il est assez bon techniquement, malgré tout. Et en fait, ce qui m'a encore plus rendu fou quand je l'ai entendu parler, c'est qu'en fait, on voit qu'il prépare 2032, en fait. Il l'affirme. Non, mais ça, c'est ça qui est clair. Et le pire du pire, et je finirai là-dessus, c'est qu'un Emmanuel Macron qui inclurait à son logiciel la critique de l'immigration, qui nous ferait un peu une Keir Starmer au Royaume-Uni, qui dirait finalement l'immigration massive aujourd'hui c'est terminé, je vais même renvoyer plein de gens chez eux, etc. Ce qui se passe au Royaume-Uni est absolument dingue. Bref, si Macron nous fait ça, en 2032, il a une voie royale devant lui et c'est assez désespérant. Merci de nous avoir effectivement désespérés par avance. Heureusement, on est juste en 2025, donc on a 7 ans pour se faire à l'idée qu'en 2032, ce sera pire qu'aujourd'hui. Revenons sur le bilan d'Emmanuel Macron, Philippe Charlez. Vous avez écrit un livre sur la transition énergétique, ce qu'on était en droit d'attendre de ce président technocrate, qui est peut-être un bon technicien au sens où c'est un bon technicien du débat, c'est-à-dire il maîtrise admirablement l'art des fiches, mais c'est un très mauvais politique puisqu'en fait il est incapable de prendre de vraies décisions structurantes et que toutes les promesses qu'il fait, il ne les tient pas. Exemple, les prisons. Et sur cette transition énergétique qui était censée être la mission qui faisait notre siècle, en fait, échappé à l'horrible destin de la pollution et à la destruction de l'environnement. Il relevait le défi du changement climatique. Donc, il y avait des choses à faire et qui ont commencé à être tentées. On a commencé par coller une louche de normes absolument incroyables. Ensuite, on a foncièrement empêché les sociétés de gouverner avec des règles de gouvernance absolument chinoises, à tous les sens du terme. Et il y avait aussi des investissements à faire. Il fallait flécher ces investissements vers tel ou tel secteur industriel. Il fallait faire en sorte que cette transition verte permette à la France de conquérir des positions commerciales et industrielles en France, et donc qu'elle ne soit pas entièrement dépendante des produits étrangers, les éoliennes chinoises par exemple, ou les panneaux voltaïques chinois. Est-ce que Macron a réussi à faire en sorte qu'il y ait une souveraineté industrielle, agricole, pharmaceutique, etc., qui permettent de répondre aux enjeux de cette transition énergétique? Alors, je dirais que la transition énergétique depuis 2021 et surtout depuis 2023 est dans une impasse totale. Enfin, on le voit tous les jours, hein, donc c'est-à-dire que tout ce qui a rapport au vert est dans une déconfiture absolument indescriptible, dans une faillite totale. Donc que ce soit éoliennes, panneaux solaires, batteries, voitures électriques, même pompes à chaleur. Aujourd'hui, toute tentative industrielle d'avoir essayé de développer ces secteurs à coût de subventions publiques s'est avérée désastreuse. Je prendrai un seul exemple, parce il représente quand même, et c'est loin d'être anodin, 15 millions d'emplois en Europe, c'est l'industrie automobile.
S'il y a bien un domaine dans lequel la France en particulier, l'Europe en général, avait un avantage compétitif à la fois par rapport aux États-Unis et la Chine, c'est la voiture thermique. Les Chinois sont toujours été incapables de construire des voitures thermiques. D'ailleurs, si la Formule 1 était aux Jeux Olympiques, je crois que l'Europe glanerait toutes les médailles et que la Chine ne ferait que de la figuration. Et ce domaine dans lequel l'Europe a encore aujourd'hui un avantage compétitif incontestable, qu'il soit technologique et même économique, tout simplement parce qu'il y a un historique de 100 ans que les Chinois sont incapables de rattraper, ben on est en train de le détruire en disant, ben non, il faut la voiture électrique. Et les Chinois l'ont très bien compris, il y a 15 ans, au lieu d'essayer de compétiter l'Europe sur la voiture thermique, et ils savaient très bien qu'ils n'y arriveraient pas, ils se sont lancés dans la voiture électrique et aujourd'hui, la voiture électrique a 15 ans d'avance. Enfin, la voiture électrique chinoise a 15 ans d'avance sur la voiture électrique européenne. D'ailleurs, à la fois techniquement, les voitures électriques chinoises sont excellentes, hein. Ce ne sont pas des Trabants des années 60 d'Allemagne de l'Est. Et évidemment, un avantage économique incontestable. Alors, il n'y a pas que le côté énergie et climat. Il y a aussi le coût du travail et le coût du système social français, européen qui pèse énormément. Mais donc, on est en train d'aujourd'hui, je dirais, et le président y participe largement, suicider l'Europe sur l'autel de la vertu, euh, en plus en n'ayant que très peu d'impact sur le réchauffement climatique, tout simplement parce que les autres ne suivent pas. Comme je dis toujours, j'ai commencé ma carrière dans les années 80 dans l'industrie pétrolière et le pétrole, c'était 87% du mix énergétique mondial. On en est à 82% aujourd'hui et on baisse à peine d'un demi% par an. Donc vous imaginez le nombre d'années nécessaires pour sortir du pétrole. Donc moi je crois qu'il y a un beau sujet de référendum. Moi je pense qu'il faut absolument détendre l'agenda européen en termes de transition énergétique, ce qui évidemment est une parole diable absolu vis-à-vis d'un certain nombre de collectifs et de partis écologiques qui vont, comme d'ailleurs en matière d'immigration, vous jouez le rôle comment dirais-je, de l'émotion en disant mais vous ne pensez pas à nos enfants, etc. Donc, ce que je pense, c'est que un très beau sujet de référendum, c'est de demander aux Français, considérez-vous qu'il faille accélérer ou ralentir le rythme de la transition écologique, en expliquant bien que l'accélérer, ben, ça veut dire effectivement remettre en cause notre système social et économique actuel, remettre en cause le développement humain auquel moi je suis extrêmement attaché. Donc, ce qu'on va dire, c'est que là, il aurait un rôle à jouer, mais il ne le fera pas parce que il faut quand même savoir que des grandes caractéristiques des hommes politiques, et pas seulement de Macron, c'est qu'ils ne se trompent jamais. Et plutôt que d'avouer, oui, je me suis trompé dans une époque où l'énergie était peut-être moins chère, etc., les choses ont changé, il faut poser le crayon et réfléchir à ce sujet. Ben non, on continue d'enfoncer le clou, même s'il ne rentre pas. Mm. Et on explique que s'il y a des échecs, c'est la faute des autres. Et d'ailleurs, c'est très amusant de constater qu'Emmanuel Macron se réfère souvent à l'Union européenne. On sait qu'il l'adore, mais quand il s'agit de se justifier sur des échecs, il explique mais c'est pas moi, c'est les normes européennes. C'est ce qui s'est passé mardi soir à différents moments. Nicolas Faure, je vous vois acquiescer. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur Emmanuel Macron, ce Mozart de la finance, avec aujourd'hui donc la France qui est Mozart de la dette. Oui, oui, alors j'étais un peu négatif, c'est vrai, tout à l'heure, mais parce que je vois un petit peu ce qui est en train de se jouer chez Emmanuel Macron, mais il y a du positif quand même dans tout ça. Ce tableau un peu apocalyptique que je vous ai dépeint tout à l'heure, je pense qu'il est largement, on peut renverser la table, voilà, tout simplement. Déjà, effectivement, parce que Emmanuel Macron, bah, objectivement, il est nul. Si on regarde l'état de la France, alors là, vous parlez des finances publiques. Bon, alors là, c'est un désastre, mais total. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Oui, mais c'est pas sa ceci faute, étant c'est dit, peut-être c'est les pas que ministres. Macron, hein, c'est une coproduction. Alors certains pourraient accuser l'Union européenne, etc. Moi, j'accuse avant tout l'idéologie de gauche qui contrôle à la fois l'Union européenne, malheureusement, aujourd'hui, et aussi, encore plus malheureusement, la France, parce que c'est ça qui nous précipite quand même vachement
dans le trou noir civilisationnel, hein. Alors Macron, il a sa responsabilité, il ne faut pas le dédouaner, loin de là. Mais donc Macron, il est lié à cet échec économique total pour le pays. C'est quelqu'un qui est mauvais sur tous les autres sujets. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été rappelé par Richard Jossès qui est essentiel. Emmanuel Macron promet tout le temps des choses et ne fait jamais. Voilà, je ne sais pas si vous ne l'avez pas évoqué peut-être précédemment, donc je vais très vite, mais à propos du nucléaire, il avait dit, voilà, on va lancer des chantiers pour des petits réacteurs, etc. Ça n'a jamais eu lieu, voilà. Tout ça, c'est du pipeau. Et il y a un moment où les Français vont se réveiller face à ces promesses non tenues, c'est de plus en plus le cas, heureusement, donc ça c'est positif. Pareil, Emmanuel Macron, sur le bilan, il n'y a pas que le bilan économique, énergétique, etc. Il y a le bilan sur les questions de l'identité, de l'immigration. Enfin, on rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, c'était quelqu'un qui avait commencé son mandat en disant qu'il n'y avait pas de culture française. Ok, super. Il y a quelques jours, au moment de la commémoration de la bataille de Cameroun, devant la Légion, il avait rappelé encore et toujours que la France ne se définissait ni par le sang, ni par une race, ni par une religion, que c'était une identité complètement éthérée, que tout le monde pouvait devenir français tant qu'il vivait en France, quoi. Globalement, c'est un peu ça l'idée. Ça aussi, il y a un moment où ce discours-là, on va atteindre un seuil d'énervement qui va faire exploser la baudruche Macron, j'en suis certain. Pour revenir sur votre question initiale, sur la question économique, je pense que c'est aussi le nerf de la guerre avec la question identitaire. Et là, force est de constater qu'on va vers quand même une crise économique assez massive en France, je pense, si on ne fait rien. Et ça peut être un accélérateur du départ de Macron, mais plus que ça. Parce que Macron, à la limite, c'est un peu la figure archétypale du mou. Mais ce qui est intéressant, c'est derrière ce courant-là, entre deux eaux, ni de gauche, ni de droite, qui fait des grandes promesses, des grands gestes, mais qui n'accomplit rien. Et je pense que si on pouvait en finir avec non seulement Macron, mais avec le macronisme, ce qu'il incarne, je pense que ça serait vraiment une très très bonne nouvelle pour le pays. Et il y a tellement d'erreurs, de contre-vérités, de promesses non tenues de la part d'Emmanuel Macron que les Français, de plus en plus, se détournent de tout ça. Et c'est tant mieux. Et c'est un petit signal d'espoir quand même sur lequel je voulais appuyer. Guylain Je peux poser Benessa. une question? Ah oui, allez-y, Philippe Charles. Non, je voulais poser la question à Nicolas Faure. Est-ce que vous pensez, parce que le macronisme est quand même, alors bon, il concatène un certain nombre de tendances, mais il est quand même apparu avec Macron. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il va complètement s'éteindre avec la disparition de Macron, puisqu'il ne peut pas se présenter en 2027, et que finalement, tout ça ne sera qu'un passage largement oublié, et que s'il se représente en 2032, comme la plupart des présidents, il ira à l'échec, voilà. Je pense vraiment qu'il y a chez Emmanuel Macron quelque chose qui est très intelligent, et ça a été dit par plusieurs intervenants ce matin, je pense, mais c'est qu'effectivement, il incarne très bien ces 20%, 25% de Français qui n'aiment pas la radicalité d'un côté ou de l'autre, et qui sont en plus aux manettes, qui ont les pouvoirs. Alors il y a beaucoup de gens avec l'idéologie de gauche aussi qui sont au pouvoir, hein, bien entendu, notamment dans le service public, dans des administrations, etc. Mais on va dire que c'est un représentant d'une élite sociale, économique, etc., qui ne veut pas trop se mouiller dans les extrêmes, quand bien même ce qu'ils appellent extrême, à mon avis, c'est un petit peu nécessaire sur certains points aujourd'hui, compte tenu de la situation du pays, mais enfin bref. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a été identifié par Macron et qui ne mourra pas avec lui. C'est vraiment cette portion de la population qui est un peu molle, quoi. Voilà, je ne sais pas comment le dire mieux. Les mous ne mourront jamais. Merci beaucoup. Voilà, c'est un vrai message d'espoir. Guylain Benessa, sur cette mollesse de Macron, c'est un fait. Et effectivement, il va continuer à avoir un air martial pour ne pas agir. Est-ce que malgré tout, il y a, nous en parlions un instant avec Liselotte en griffonnant sur nos papiers, et est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez l'impression que le bilan de Macron est néanmoins positif ? C'est à moi que vous posez la question? Non, Parce que vous me regardez. je croyais que c'était la question que vous vouliez poser Non, à moi, Guylain. la question que je voulais poser à Guylain, mais alors elles sont peut-être liées, c'était surtout sur l'Union européenne. On a évoqué ces excuses d'Emmanuel Macron qui disait sur certains points, oui, mais vous comprenez, il y a aussi les normes européennes. Dans quelle mesure c'est vrai? Dans quelle mesure est-ce que la responsabilité de certains échecs ne reviendrait pas à l'Union européenne? Et
d'un autre côté, si jamais c'est le cas, est-ce que d'une certaine façon, ça ne revient pas aussi à Emmanuel Macron qui a aussi contribué à cette soumission totale à l'Union européenne? Oui. Alors, est-ce que les deux sujets... Je vais essayer de répondre aux deux sujets en Voilà, même temps. vous Bah, en avez, fait, alors, j'allais dire je 3 vais heures, mais essayer. en fait non, 3 minutes. Non, non, mais écoutez, très simple. Je disais tout à l'heure, et là je m'inscris en faux avec ce qui vient d'être dit par Nicolas Faure et M. Charlez. Euh, Macron n'est pas né avec Macron. Macron est né il y a des décennies et des décennies, puisque pour moi, je ne vous cache pas que là, je suis en pleine lecture qui a priori n'a rien à voir, mais des fondateurs de la construction européenne, donc en détail, avec moult détails à la clé. Et en fait, on s'aperçoit très bien que Emmanuel Macron, c'est juste le visage rajeuni, poupin et un peu plus sympathique et peut-être plus lisse, quoique, de Jean Monnet, de Robert Schuman, de Valéry Giscard d'Estaing, etc., et demain d'Édouard Philippe. C'est la même chose. Emmanuel Macron, il n'est pas, là pour le coup, on ne peut pas lui imputer ça, il n'a pas inventé le macronisme. Le macronisme, il est vieux, il est d'ailleurs vieillissant, il est d'ailleurs mourant. Il est mourant parce qu'il a 70 ans, le macronisme, parce qu'il était déjà là de l'époque de De Gaulle et détestait De Gaulle. Il était déjà là à l'époque de Giscard pour chasser les vieux gaullistes qui restaient encore. Il était déjà à l'époque de Mitterrand, lorsque Mitterrand disait cette phrase stupide qui était « le nationalisme, c'est la guerre ». Pas du tout, puisqu'en fait, c'est les internationalistes et les pacifistes qui ont rejoint Pétain à Vichy. Il ne faut jamais se tromper. Je veux dire, c'est une stupidité de dire ce genre d'ânerie historique, de contre-vérité. Et tout ça a donné naissance dans une espèce d'accouplement sordide et conçu dans la cécité, l'amnésie et la bêtise. Tout ce tas de boue a donné naissance, in fine, à un visage souriant qui s'appelle Emmanuel Macron. Donc, une fois qu'on a compris ça, Emmanuel Macron, je pense vraiment, il y a des sujets sur lesquels il est bloqué en raison de l'Union européenne. Je donne un exemple. On parlait à l'instant de la question énergétique ou la question écologique, etc. Le pacte vert, le Green Deal, le New Green Deal. Emmanuel Macron ne peut pas faire de référendum sur le sujet parce que lui-même vient de dire qu'il respectera l'article 11 de la Constitution, selon lequel on ne peut faire des référendums que sur la question sociale, environnementale et économique. D'accord ? Donc on ne peut pas toucher notamment à des questions relatives à l'Union européenne, puisqu'il aura le mur de l'Europe derrière qui lui dira « T'es gentil, j'ai ma compétence, tu ne peux pas remettre en cause l'arsenal sur le New Deal, sur le Green Deal qui a été conçu par l'Europe. » Mais, Liselotte, et je vais aller au fond de la réponse, et je vais donner plein d'espoir à Richard, qui me dit souvent que je suis un homme tragique ou triste ou pessimiste, pardon. Mais c'est vrai, je dois dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que je passe ma vie hors de l'antenne à appeler Guylain en lui expliquant qu'il m'a une fois plus mis le moral dans les chaussettes. Mais alors, Guylain me réconforte à chaque fois. Merci de le faire de vive voix et à l'antenne. Je vais essayer de... J'ai un motif d'espoir, tout de même, c'est que je défends la thèse suivante depuis maintenant 2 ans. Je dis, l'article 11 de la Constitution peut nous permettre de faire un référendum sur n'importe quel sujet et de briser le mur européen. Alors, j'ai les constitutionnalistes qui me disent je suis un populiste, d'autres qui disent que je suis un imbécile, certains qui oublient que j'ai fait des livres sur le sujet. Bref, j'ai toutes les réponses qui me sont données. Mais j'ai enfin trouvé la réponse du général de Gaulle qui se trouve dans le Perfit, tome 2, sur la question du référendum. Et le général de Gaulle, il le dit à demi-mot, mais il le dit quand même, pour lui, l'article 11 permettait en fait d'adresser aux Français n'importe quelle question. Ça veut dire qu'en fait, dans son idée du référendum, l'organisation des pouvoirs publics ou les questions économiques, etc., voulait dire que normalement, le président peut se saisir de n'importe quelle question. C'est le principe même dans la nature du référendum tel qu'il a été conçu. Ça veut dire que demain, nous aurions un Emmanuel Macron 3.0. Je n'y crois pas une seule seconde, mais admettons. Ou alors demain, nous aurions un autre président de la République. Il pourrait à la fois poser n'importe quelle question aux Français et faire du peuple le législateur, comme le veut notre Constitution, rappeler que le peuple est souverain et peut absolument répondre à toutes les questions, ce qui permettrait ensuite de casser le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation en passant, les juges européens, la Commission, etc., enfin de poser les questions qui tuent. Par contre, Richard, je vais quand même malheureusement vous donner un petit motif de pessimisme. Il faudrait, je m'excuse du terme, avoir un peu de courage, voire plus, c'est-à-dire des coronesses, comme on dit, de l'autre côté de la frontière, pour rebalancer cet air du temps. Or, je disais tout à l'heure, Emmanuel Macron fait l'air du temps. Il faudra trouver quelqu'un qui ne soit pas dans l'air du temps. C'est de là que part, à mon avis, la mère de toutes les batailles. Quelqu'un qui accepte de ne pas être dans l'air du temps. Si vous êtes un politique du zeitgeist, de l'air du temps, de toute façon, le mur des interdits va peser, vous ne ferez jamais rien parce qu'au fond, vous y êtes très très bien
puisque vous levez avec plaisir dans ce bocal sans oxygène dans lequel vous trouvez votre oxygène qui s'appelle le système. Vous avez 10 secondes, Nicolas Faure, je vous voyais lever la main. Ouais, juste un mot. Alors, je suis d'accord sur le fait que le macronisme précède Macron. On est d'accord, ça remonte de loin, c'est un type général de la société. Juste une chose, en fait, aujourd'hui, le pôle qu'on peut appeler macronisme, qui sont en fait les CSP+, les élites, etc., ces gens-là, ils sont séduits par l'idéologie de gauche aujourd'hui. Et le rôle de ceux qui veulent les tirer des griffes de la gauche et qui veulent sauver le pays, en fait, c'est de les convaincre que cette idéologie de gauche est nocive, néfaste, et qu'au contraire, il faut qu'elles finissent avec ça et qu'elles se retournent vers ce que j'appellerais la droite, c'est-à-dire le bon sens. Et c'est tout un travail qui est à mener et qu'il est possible de mener. Donc, message d'espoir final, ces élites, il faut les arracher à leurs fantasmes égalitaristes, cosmopolites, etc. Et on va le faire. Merci Nicolas pour ça. Guylain Benessa, en fait, il reste 1 minute. Est-ce que vous croyez à Macron 2032 ou est-ce que vous pensez qu'il y aura ce retournement de la population et notamment des élites, puisque Nicolas Faure nous le disait, ça dépend quand même en partie de ce changement. Donc, est-ce que concrètement, votre question, c'est est-ce que Macron reviendra? C'est ça? Non, est-ce que vous pensez que s'il revient, parce que c'est quand même ce qu'il Oui. a déjà affirmé à demi-mot, est-ce que vous pensez Oui. qu'il peut gagner en 2032? Alors, complètement. Alors là, complètement. On avait dit de finir sur un message Allez, Guylain. d'espoir. Non, mais c'est pas la question. Lisa, je vais être clair. Je vous l'ai dit, il était excellent cette semaine. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que les gens en face n'étaient pas bons. Je suis persuadé que quelqu'un aurait tapé à la racine du mal. C'est-à-dire, en plus, c'est pas un homme c'est un excellent technicien, faut l'admettre. Ce n'est pas un orateur. Donc, demain, il aurait un orateur face à lui, capable de couper le mal à la racine, de le mettre de le mettre face à ses contradictions, mais pas à coup de statistiques, de slides, de diapos et de petites phrases, parce que c'est ce qui s'est joué cette semaine. Oui. Quelqu'un qui le prend de front, qui affronte la bête. Vous, Guylain Benessa. Non, mais non. Lisa, sérieusement, je pense qu'il y avait largement la place pour créer quelque chose sur ce plateau. Mais vu qu'on ne tente jamais rien et qu'on se met dans le couloir d'Emmanuel Macron, vous savez, il faudrait que tous ces gens relisent L'art de la guerre de Sun Tzu. Ce n'est pas avec les armes de l'ennemi qu'on peut l'emporter. Ben oui. Et évidemment, vu qu'ils jouent avec les armes de l'ennemi ou de l'adversaire, ils ne pourront jamais l'emporter, même en 2032. C'est ça le problème. Et on finit sur cette analyse. On espère donc qu'enfin l'opposition à Emmanuel Macron saura se saisir de ses propres armes et arrêter d'utiliser notamment le vocabulaire de l'ennemi. On a déjà fait des émissions là-dessus, mais on le sait, les mots, effectivement, les graphiques, tout ça, ce sont les premiers éléments pour avancer une idée. Il est temps qu'on propose les nôtres. Merci Guylain Benessa d'avoir été avec nous ce matin. Merci aussi à vous Nicolas Faure. Je rappelle qu'on retrouvera une nouvelle chronique donc la semaine prochaine. Et puis merci à vous Philippe Charlès pour votre expertise sur toutes ces questions énergétiques grâce auxquelles Emmanuel Macron a coulé la France.